Voilà, bienvenue à tous dans ce nouveau grand débat de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet, 18e édition déjà, numérique et territoire. Ce sont deux mots-clés tout au long de cette édition et des grands débats de cette université. Et après 18 ans de réflexion sur l'amélioration de l'accès aux soins par le numérique, eh bien, où est-ce qu'on en est finalement dans cette histoire? Quelles sont les solutions qui se déploient réellement jusqu'au patient, depuis le médecin jusqu'au patient dans l'ensemble de son parcours? Quelles sont les solutions qui passent réellement à l'échelle et quelle perspective d'avenir alors que la santé est aujourd'hui l'une des premières, si ce n'est la première préoccupation des Français, à commencer par ceux qui, de plus en plus nombreux, vivent dans des déserts médicaux. Et pour participer à cette discussion autour de moi ce matin, le docteur Vincent Boune, qui est vice-président à la santé de la région Occitanie, Guillaume de Duras, qui est consultant en affaires publiques et président d'un mouvement que vous avez créé, qui s'appelle un petit peu en pied de nez par rapport au nôtre, l'Université d'été des déserts médicaux. Combien de personnes? C'est quoi ce mouvement précisément? C'est pas un pied de nez, pardon, c'est complémentaire. Qu'est-ce que ce mouvement? C'est un mouvement qui est né du constat que dans un univers, il y a beaucoup de gens ici qui en font partie, qui ont considéré qu'on a suivi le développement de la e-santé, de tout ce qui était les applications mobiles, Internet, autres pour le suivi des patients, et que ceux-ci n'avaient pas accès à ces applications pour un certain nombre de raisons, dont notamment les réseaux. Et que tout ce qu'on pensait comme solution de télémédecine et de e-santé qui allait pouvoir sauver les gens qui étaient isolés ne pouvait pas fonctionner réellement parce qu'il y avait des problèmes d'accès au réseau, d'électronisme. Il y avait encore des zones blanches quand on a commencé en 2016 à se pencher sur la question. Donc on verra ça effectivement avec vous, ce regard quand même, et on en a besoin, qui est critique et qui nous rappelle la réalité sur la e-santé, les solutions de e-santé. Nicolas Omer, j'espère, nous rejoindra tout à l'heure. Donc je rappelle, il est médecin généraliste, il est président d'une CPTS du Sud Toulousain. Omar Belloussif est avec nous. Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur médical chez La Poste Santé Autonomie. On le rappelle, La Poste, acteur historique de la santé digitale en France. D'abord parce que vous êtes un hébergeur important de données de santé, parmi les pionniers dans ce domaine. Et ensuite, vous nous l'expliquerez tout à l'heure, vous développez, vous distribuez des solutions de santé digitale à domicile grâce à un réseau qui est juste énorme sur toute la France. Et puis enfin, Laurane Bousson, vous êtes coordinatrice régionale des ambassadeurs Mon Espace Santé au grade d'Occitanie. C'est un service qui dépend de l'ARS. Et vous allez à la rencontre des habitants du territoire, un petit peu partout, en ville, à la campagne, où qui se trouvent, pour faire connaître, entre autres, ce qu'est Mon Espace Santé. Guillaume de Duras, vous avez commencé à le dire, vous avez monté cette université donc d'été des déserts médicaux. On a vu, si on prend un petit peu de recul, on a vu beaucoup d'élus locaux, de collectivités locales se démener alors pour attirer des médecins sur leur territoire, pour créer des maisons, des centres de santé, éventuellement pour expérimenter des solutions de santé digitale. Finalement, dans votre université d'été des déserts médicaux, quel regard portez-vous sur ce travail? Allez, peut-être pas depuis 18 ans, mais au moins une dizaine d'années. Un regard sévère au départ, parce que dans toutes les interventions qui ont pu se dérouler, les intervenants mettaient beaucoup en cause, notamment les ARS, je dis clairement les choses, avec un certain nombre de phases expérimentales qui n'étaient pas reproduites ailleurs ou quand il y avait des échecs. Enfin, il n'y avait pas de communication sur un certain nombre de choses. En revanche, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une telle pression de la population que, effectivement, même si les communautés, les collectivités locales ne sont pas compétentes normalement en matière de santé, elles ont commencé à prendre le taureau par les cornes, pour faire un clin d'œil avec les agriculteurs. Ce problème, si vous voulez, on dit que les collectivités locales ne sont pas compétentes en matière de santé pure, mais la santé, dans le cadre conceptuel de la santé, la santé compte pour 25% la vraie santé, l'offre de soins, c'est que 25% de la santé générale. Donc en fait, évidemment que les collectivités sont compétentes pour tout ce qui va relever du stress, du transport, des logements, qui sont tous ces éléments de l'environnement qui font que la santé des citoyens peut se dégrader ou peut s'améliorer. Donc en fait, effectivement, il y a une vraie compétence quand même. Et puis dans ce que j'ai vu sur les initiatives
initiatives qui sont Ma Santé, Ma Région et qui ont été reprises par d'autres régions. C'est que on avance vraiment sur une manière on abandonne la politique nationale et avec des initiatives locales, on essaye de faire venir des médecins. Avec succès ou pas? Avec un certain succès, mais si vous regardez la presse locale, et moi je m'intéresse beaucoup, regardez très souvent les titres de la presse locale, les déserts médicaux, ça revient quand même une inquiétude constante. Et comme pour paraphraser Pascal Durand hier, il dit on peut faire un certain nombre de choses, mais c'était Madame Durand, mais ça peut être Madame Michu, on voit toujours pas l'amélioration. On a fait des CPTS, on fait des CLS, on fait un certain nombre de choses, mais si le délai est toujours de 3 mois pour voir un ophtalmo, finalement, on peut se démener derrière et le citoyen électeur est toujours mécontent. Alors, un premier constat important, ce que vous dites, les collectivités se saisissent de ce sujet, mais n'ont pas la compétence. Donc, si elles n'ont pas la compétence, ça veut dire qu'elles n'ont pas les budgets aussi derrière donnés par l'État pour le faire. Deuxièmement, le citoyen n'a pas l'impression que ça change grand-chose à sa vie et accéder à un médecin reste toujours dans certains lieux aussi compliqué. Et je rappelle toujours, quand on parle de déserts médicaux, on ne parle pas que de zones rurales. Les déserts médicaux, c'est aussi la France périurbaine qui manque de cabinets médicaux, qui manque de médecins. Autre constat, je voulais vous interroger là-dessus. On a présenté ici depuis 18 ans énormément de solutions en santé numérique qui permettaient d'avoir un meilleur accès aux soins, à défaut d'avoir accès à un professionnel physique. Quel regard, pareil, portez-vous dans votre université des déserts médicaux sur ces solutions numériques qui ont été développées à foison pendant 10 ans? Qui a généré cette initiative au départ, parce on est dans une toute communauté, il y a Club Digital Santé, il y a un certain nombre de personnes, on a suivi le développement de l'e-santé, nous étions tous plus ou moins entrepreneurs, et on se disait, mais finalement, comment le déployer? Et comme tout le monde n'avait pas de smartphone il y a quelques années, encore on revient plus sur des téléphones à clapet maintenant pour certains, donc c'était assez compliqué. Et donc ça ne concernait qu'une certaine partie de la population qui était plutôt à l'aise avec les outils numériques. Et voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont cassées la figure. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu refaire ce qui se faisait déjà et qui n'avaient pas une valeur ajoutée majeure. À titre personnel, je considère que toutes ces applications devraient faire l'objet, un peu comme les médicaments, je suis très provocant, d'une évaluation du service médical rendu quelque part, vous voyez, en disant voilà, bon, à quoi refaire une énième fois une application qui existe déjà. Voilà, donc, et on s'aperçoit que la téléconsultation, qui a été boostée par la crise sanitaire, a surtout servi après et sert encore à des CSP+, qui sont à Paris dans des grandes villes et qui finalement ne se déplacent pas. Encore une fois, l'agriculteur ou la femme d'agriculteur qui manifeste là, je vais être très revendicatrice, je ne suis pas sûr qu'elle ait toujours accès aussi facilement à un médecin. Donc regard là aussi critique sur un développement qui pourtant a été prometteur, dans lequel on a beaucoup cru sur le nombre d'applications. Un troisième point, j'en ai reçu ensuite la parole à Vincent Boulle, mais un troisième point qui ressort de votre université d'été, qui est un mot qu'on entend de temps en temps, qui revient régulièrement sur cette scène, mais qui n'a jamais été un mot extrêmement central, et pourtant chez vous il remonte beaucoup, c'est la notion d'électronisme. On a l'impression aujourd'hui que dans la société dans laquelle on vit, l'électronisme, allez, c'est pour des seniors, des plus de 80 ans, 85 ans, dont on a dit, bon, c'est une génération qu'il faut accompagner, mais les générations qui arrivent derrière sont toutes digitales et peuvent facilement manier des outils digitaux. Vous faites remonter cette notion d'électronisme beaucoup plus fortement dans votre université. Pourquoi ? Au départ, c'était la différence qu'il y avait entre les déserts médicaux, enfin la superposition des cartes entre les déserts médicaux et les déserts numériques, au sens de zone blanche ou zone grise, qui subsistent peu, même si officiellement il n'y en a presque plus. Mais n'oublions pas que ce sont les opérateurs qui déclarent à l'ARCEP leur capacité à couvrir le territoire. C'est pas l'ARCEP qui fait le contrôle lui-même. Mais une fois qu'on a, évidemment, force est de constater que heureusement ces zones se réduisent. Mais derrière, c'est pas parce que vous avez accès à Internet ou limité, et vous le voyez au quotidien, que les gens ont la connaissance de l'outil numérique, quel que soit l'âge. Vous avez à la fois des gens en EHPAD qui sont capables d'utiliser Skype pour parler avec leurs petits-enfants, mais d'autres qui sont spécialistes de Snapchat à 20 ans et qui sont incapables de valider un Parcoursup. Donc en fait, vous avez cette éducation à faire, et je pense que c'est un obstacle majeur de mon espace santé, parce que je
travaille aussi sur le sujet, et je souhaite, je promeus cet espace santé, c'est de dire que c'est pas intuitif comme beaucoup d'applications. Et on n'a pas, vous comprenez, on n'a pas eu le choix pour les impôts avec Bercy. On n'a pas eu le choix avec les cartes grises. Et peut-être que nous sommes un peu timides. Donc la position que nous avons, et j'ai fait partie de la cellule d'éthique de la direction du numérique en santé et maintenant du nouveau comité d'éthique lancé par l'Agence du numérique en santé sur justement cette fracture numérique. Comment faire pour qu'on continue cette lancée, mais qu'on accompagne les gens qui sont pas là. Et c'est le rôle, effectivement, soit d'institutions ou de collectivités qui mettent en place des maisons de services, soit, comme beaucoup encore en France, et tant mieux, d'un tissu associatif. En tout cas, j'entends là aussi une chose importante. Vous dites l'électronisme, ce n'est pas que des personnes seniors. On a un électronisme aujourd'hui très fort dans les jeunes générations qui peuvent être très à l'aise pour manier WhatsApp et quelques réseaux sociaux ou Insta, qui sont perdus, voire désemparés quand il faut remplir en ligne un questionnaire ou autre et aller un peu plus loin que simple manipulation. Vincent Boune, on a la chance de vous avoir aujourd'hui, vous qui avez bravé le brouillard toulousain pour nous rejoindre jusqu'à Castres. Alors je rappelle, vous avez une double casquette, puisque vous avez la casquette de soignant et toute la légitimité de soignant derrière, et aujourd'hui en plus casquette d'élu régional à la santé. On peut peut-être rebondir sur plusieurs choses que nous donne Guillaume par rapport à cette université des déserts médicaux et cette impression d'être finalement au milieu du gué et pourvu qu'être dans une institution qui officiellement n'a pas la santé, les régions n'ont pas la responsabilité de la santé et donc derrière les régions n'ont pas les budgets pour aller gérer des politiques de santé. Alors complètement. Je précise que j'ai bravé les brouillards du Tarn parce que je suis tarnais. Voilà. Oui. Alors vous avez tout à fait raison. D'une part, on est hors compétence et pourtant on a une politique volontariste. Ce qui est quand même de plus en plus compliqué par les temps qui courent, puisque je sais qu'on a dit qu'on ne parlait pas des choses qui fâchent, mais que l'État est quand même en train de faire payer aux autres son déficit, fermer la parenthèse, et en particulier aux collectivités qui n'ont pas le droit de porter des budgets en déséquilibre. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc on continue, nous, à porter tout un tas d'actions dans la e-santé. Je dirais, dans la e-santé, pour moi, enfin en tout cas de la manière dont je le vois, il y a vraiment deux grandes catégories de santé. Il y a la e-santé entre guillemets, qui va servir aux professionnels, qui va servir et qui crée des outils incroyables. Et actuellement, aucun hôpital ne peut fonctionner sans les outils numériques. C'est impossible, clairement. Et puis il y a la e-santé qui fait les usages, on va dire, de terminaux aux usagers, aux personnes qui ont besoin de se soigner. Et là, effectivement, je vous rejoins assez. Je trouve ça ne peut pas aller à tout le monde. Et ça ne peut pas aller vraiment. Il y a une catégorie de personnes qui n'y arrivent pas, et en particulier un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire les gens un peu fragiles, en particulier les personnes âgées, en particulier les personnes qui ont des pathologies lourdes, en particulier les personnes qui ne se déplacent pas. C'est celles-là vraiment qui ont vraiment du mal à clairement accéder à ces outils numériques. Donc oui, il y a beaucoup d'initiatives, hein. On est associé à pas mal d'entre elles dans le domaine de la santé, mais ça reste effectivement, malgré tout, la santé, ça reste quelque chose de très humain. Et je crois très fort au numérique pour nous aider à justement l'humain augmenter. Vous voyez, ça, c'est ça qui est important. Est-ce que la santé, finalement, la e-santé, on en fait un petit peu le bilan aujourd'hui au bout de 18 ans, n'a pas d'abord bénéficié aux professionnels? Vous le dites justement, aujourd'hui, aucun établissement de santé ne peut fonctionner sans les outils digitaux. Alors Nicolas Homer, qui préside une CPTS, n'est pas là, mais il me donnait quelques chiffres pour préparer cette table ronde. Tout de même, en Haute-Garonne, en 2024, alors jusqu'au mois d'octobre, on n'a pas les stats pour la fin d'année, mais on était à 230 000 téléconsultations, on était à plus de 6 000 télé-expertises. Il dit aujourd'hui, on utilise, nous les professionnels de santé, et notamment la télé-expertise qui change beaucoup de choses dans la pratique au quotidien du médecin généraliste, on utilise ces outils digitaux, mais effectivement le patient n'a pas l'impression d'être encore rejoint par la santé numérique. Est-ce que vous faites le même constat, Vincent Boune? Alors forcément, je travaille dans un SAMU qui est un des plus grands SAMU de France, et donc nous, c'est 750 000 appels par an. Et en fait, le SAMU fonctionne uniquement grâce aux outils numériques, c'est-à-dire qu'on a de la cartographie dynamique, de l'aide décisionnelle, on démarre les outils d'IA pour nous aider à analyser les dossiers, repérer les mots-clés, etc. Donc pour avoir justement cette soignant augmenté. Donc je dirais qu'on dépend complètement de ça, quoi. Et l'avantage, entre guillemets, ou ce qui est intéressant par rapport à l'usager, c'est qu'il ne se rend pas compte. Et ça, je trouve, c'est intelligent vraiment dans la e-santé, c'est de faire
faire des outils qui permettent d'améliorer concrètement les choses, de gagner du temps, d'améliorer les usages sans que ce soit lourd, quoi. Et la difficulté, elle est là, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression, alors 18 ans, c'est encore, allez, on est encore dans l'adolescence, j'ai l'impression qu'on est en crise d'adolescence ou à mi-chemin à vous entendre, Vincent Boune, en matière de santé numérique. Oui, alors je pense que la santé numérique, encore une fois, elle souffre du déficit de la santé tout court. C'est un outil merveilleux, il ne faut pas lui faire remplacer, encore une fois, le soignant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est une phase où il y a des outils qui ont été développés de manière extraordinaire. Si on parle de la région, on a, nous, poussé je ne sais plus combien de start-up, d'instituts de recherche, on a lancé des appels d'offres, on est sur un grand plan santé numérique dans les hôpitaux. Tous ces outils qui permettent d'améliorer les choses. Mais encore une fois, les usages très concrets, terminaux pour les utilisateurs, peinent un petit peu à arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je crois que la santé numérique, elle a une grosse maturité, comme vous dites, un peu l'adolescence. On se déploie un petit peu de manière un petit peu, comment dirais-je, anarchique. Il y a une grosse maturité sur certains usages, c'est clair. Et il y en a d'autres où il y a encore des modèles à trouver, et en particulier des modèles de soins, et en particulier des publics cibles à trouver, je crois. Omar Beloussif, pour vous qui êtes aussi soignant à la base de formation, qui est aujourd'hui directeur médical chez la Poste Santé et Autonomie. Alors je vais rendre à César ce qui appartient à César, cette expression aussi de crise d'adolescence et de e-santé au milieu du gué, elle vous revient, on l'avait échangé auparavant. Même question, qu'est-ce qui vous donne cette impression qu'aujourd'hui on est au milieu du gué, qu'on peut avancer ou reculer quand on est au milieu? Alors la crise d'adolescence... je vous la donne, hein, c'est cadeau, pas de souci. Non, en fait, cette crise d'adolescence, c'est un entre-deux. Et cet entre-deux, il repose sur des constats qui viennent d'être expliqués très nettement. Hein. Comment développer l'usage, partant de l'apparition d'un outil qui est un progrès, qui va permettre de déléguer, dans l'idée de la délégation de tâches à l'extrême, à un outil, ce qui ne relève pas d'une expertise médicale, dégager du temps médical pour du soin. Voilà, on n'y est pas encore. Et pour que ça fonctionne, eh bien, il faut que à la fois les utilisateurs soignants s'approprient les outils. Ce qui n'est pas le cas, totalement, malgré tous les exemples que nous donne Vincent Boune en hôpital. On n'y est pas encore. C'est-à-dire que c'est séduisant, on sait ce que ça peut apporter, on sait quelle aide on peut en tirer. Maintenant, pour beaucoup, ce n'est pas encore adopté dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'applications. Après le millefeuille administratif, il y a le millefeuille numérique, hein, on peut dire. Donc plein d'applications. Les médecins, les soignants en général ont l'impression qu'il faut nourrir la bête. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vu comme une contrainte. Donc il faut trouver les moyens d'intégrer dans une pratique de manière simple cet usage, parce qu'on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est elle la bête. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et puis après, elle n'est qu'artificielle. Donc on va garder l'intelligence humaine. On parle de soins, on parle de santé, ce n'est pas une science exacte, la médecine. Donc il faut à la fois avoir un travail d'appropriation du côté des soignants, et puis un travail aussi du côté des usagers, des patients, que ce soit simple. Il y a l'électronisme, c'est vrai. On a depuis plusieurs années développé des actions de lutte contre l'électronisme, tous, à tous les niveaux, avec soit des outils. Donc nous, on a depuis un moment développé une tablette, la tablette ardoise, qui était destinée d'abord aux seniors pour l'accès au numérique, pas forcément en santé. Et là, on s'est vu que des idées préconçues tombaient, puisque... C'est-à-dire la tablette ardoise, si vous voulez, elle est, on peut la trouver dans le commerce, mais elle est aussi pas mal utilisée dans le cadre de partenariats avec des départements, avec des établissements de soins, pour amener chez les personnes un outil qui leur permettra de bénéficier d'une télémédecine, donc téléconsultation, ou télésuivi. On l'utilise aussi dans des programmes de télésuivi, télésurveillance pour des patients qui rentrent chez eux après une hospitalisation, par exemple, de manière à ce qu'on garde le fil et le lien, parce que malheureusement, c'est une couche supplémentaire, c'est qu'une fois que les murs de l'hôpital sont franchis, c'est le no man's land, de part et d'autre, il y a peu de communication. L'outil numérique devrait aussi là nous aider. Donc pour revenir à cette tablette, eh bien, on s'est rendu compte que sur la partie senior, sur le public senior, quand on la propose ou quand elle est prise, 75% des seniors disent ne pas être à l'aise avec le numérique. Non, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, etc. La tablette, c'est pas qu'un outil. On accompagne
la mise à disposition de la tablette avec des explications, on installe à domicile, etc. Et on se rend compte ensuite que 90% des personnes qui sont équipées en ont un usage une fois ou plusieurs fois par semaine. Et la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Donc il n'y a pas de fatalité sur l'électronisme. Ça, c'est intéressant. Et vous étiez venu sur cette même scène nous présenter cette tablette senior il y a quelques années, effectivement, avec une ergonomie plus simple, plus facile à comprendre pour une personne âgée, qui permet au départ de faire de la visio avec ses enfants, ou avec ses enfants, petits-enfants ou autres, d'avoir quelques informations. Là, vous la développez pour être un outil de suivi ou de prévention en santé. Ce qui est intéressant avec la Poste, c'est que vous accédez directement à l'usager final. Aujourd'hui, 2 ans après, combien de tablettes sont réellement commercialisées? Quelle est la pénétration de cet outil dans la population? Alors là encore, je distinguerai les deux approches. C'est un outil qui est vendu dans le commerce, dans les bureaux de poste. Okay. Moi, je m'intéresse davantage à l'utilisation de la tablette dans des partenariats avec les départements ou des établissements de soins pour justement faire en sorte qu'elle puisse être le support d'un contenu numérique en santé. Aujourd'hui, on a vendu à peu près 100 000 tablettes avec des usages que je vous ai décrits. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a la tablette. Je vais refaire un petit flashback sur la Poste. La Poste, c'est une entreprise à capitaux publics, voilà, détenue par la Caisse des dépôts et la BPI. La BPI finance la transformation de la France sur des grands enjeux. Et à ce titre, parce qu'on peut aussi souvent se poser la question pourquoi la Poste dans tout ça, et à ce titre, la Poste peut être considérée comme, si ce n'est le bras armé, des moyens mis à la disposition d'enjeux nationaux pour essayer de transformer. Et là, l'enjeu dont on parle, c'est la santé, l'accès aux soins, l'accès au numérique, etc. Et pour avoir un impact sur ce champ-là, eh bien, on va utiliser à la fois le réseau humain de proximité qu'est la Poste et tout le savoir-faire numérique, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est une énorme boîte de numérique, la Poste. Et le réseau humain permet d'aller vers les populations, d'aller au contact de tous les Français. Et là où c'est intéressant, c'est que, par exemple, sur la lutte contre la fracture numérique, on a développé avec des partenariats sur des programmes de santé, où on se dit, certains ont accès au numérique, ils peuvent se débrouiller, d'autres ont besoin d'un petit coup de main, et enfin, une troisième catégorie est complètement hermétique et il faut aller les voir chez eux et leur expliquer les choses et les embarquer, les intégrer dans des filières de prise en charge qui peuvent reposer sur le numérique ou on va le faire à leur place. C'est du numérique assisté. 100 000 tablettes aujourd'hui. Vous portez quel regard sur ce chiffre? Quelle appréciation? C'est beaucoup, pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Compte tenu de l'enjeu, c'est pas beaucoup. En revanche, c'est beaucoup et bien si on regarde ça d'un point de vue expérimental. C'est-à-dire qu'on a expérimenté un modèle qui a fait ses preuves, qui a montré une efficacité et qui peut maintenant être déployé. Donc là, on passe dans une autre phase, donc l'adolescence, on va peut-être passer à l'âge adulte un jour. Eh bien, c'est de mettre cette capacité entre les mains d'équipes qui ont comme souci l'accès aux populations éloignées. Et on le fait notamment sur des programmes en oncologie. On a une expérimentation qui va démarrer en oncologie, en oncogériatrie, où on se rend compte que les personnes qui ont 75 ans et plus atteintes d'un cancer métastasé ont accès aux soins oncologiques de support qui font partie du traitement pour, allez, on va être optimiste, moins de 10% des cas. Et donc tout l'enjeu, c'est de leur apporter un outil qui puisse être le support de soins oncologiques de support à distance. Et là, on peut parler de soutien psychologique, de conseil nutritionnel, voire même d'activité physique adaptée. Je voudrais écouter aussi Laurent Bousson, vous êtes coordinatrice régionale des ambassadeurs Mon Espace Santé au grade d'Occitanie. C'est un service, je rappelle, qui dépend de l'ARS, et votre mission est donc d'aller à la rencontre de tous les habitants de ce territoire et de promouvoir Mon Espace Santé, dont on voit qu'il progresse en utilisation, mais enfin on est largement très loin de couvrir une majorité de la population. Alors très concrètement, vous faites quoi tous les jours pour aller à la rencontre des habitants ? Oui, c'est bon. En fait, j'ai 2 pans de mission, on va dire. D'abord, de former des ambassadeurs. Ce sont des personnes qui sont capables de montrer, d'accompagner les citoyens sur l'espace santé d'un point de vue local.
Donc ça va être des professionnels de santé, ça peut être des partenaires de l'inclusion numérique, et ce sont eux qui seront vraiment au contact des usagers pour leur montrer. Donc, par exemple, en EHPAD, on a des ambassadeurs au sein de l'EHPAD qui vont pouvoir accompagner les résidents en leur fournissant des tablettes, en leur montrant comment ça marche et en les aidant à activer des comptes. Et ensuite, moi, au quotidien, je peux aussi moi-même être sur le terrain. Donc là, ça va être dans tout type d'action pour tout type de public. On va essayer évidemment de viser les publics qui sont en fracture numérique. Donc, par exemple, dans les pôles seniors, on organise des ateliers collectifs pour justement sensibiliser au maximum les seniors qui sont plus en difficulté numérique. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on peut aussi intervenir au niveau des étudiants parce qu'eux aussi ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre d'outils, même s'ils sont à l'aise avec le téléphone. Pour la partie administrative, c'est plus compliqué. Donc, tous les jours, vous êtes vraiment au contact de la population sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez comme retour ? Parce qu'on est dans une discussion, on se dit, on est un peu au milieu du gué, on sent qu'il y a plein de solutions qui ont été proposées, qui apportent un vrai bien pour la santé, mais on sent une difficulté de la population et des professionnels à se l'approprier. Qu'est-ce qu'ils vous retournent quand vous êtes sur le terrain ? Les utilisateurs sont ravis qu'on les aide. J'ai eu énormément de retours de personnes qui se sentent épaulées, accompagnées pour un outil qui est vital, entre guillemets, mais en tout cas qui leur facilite le quotidien. Donc de savoir qu'ils peuvent compter sur nous, c'est vraiment un retour qui vient souvent. Et quand je dis accompagner, c'est pas juste sur un one shot. Ils savent qu'ils peuvent compter, par exemple dans les maisons France Service ou auprès des conseillers numériques. Ils savent qu'ils peuvent retourner voir les conseillers numériques s'ils ont encore d'autres questions plus tard ou besoin d'un accompagnement plus tard. Ouais, vous touchez combien de personnes par mois ? Moi, plus les ambassadeurs, on est à peu près à 1500 personnes bien sensibilisées, on va dire. Alors j'ai envie de vous dire, 1500 personnes, c'est En beaucoup. En Occitanie. Voilà, et vous êtes sur ce territoire qui est grand, vous touchez 1500 personnes par mois, mais ça va vous prendre des années de toucher l'ensemble de la population s'il faut aller convaincre encore les, je sais plus, 75 ou 80% de Français qui n'activent pas mon espace santé. C'est pour ça que plus il y aura de référents ou d'ambassadeurs d'un point de vue local, qui pourront accompagner à leur tour les usagers, c'est là qu'on pourra toucher le plus grand nombre. Et cette initiative, elle est dans toute la France. Donc, voilà. Vincent Boune, je me retourne à nouveau vers et le médecin et l'élu que vous êtes. Je voudrais avoir votre sentiment. On a ce sentiment que on a des solutions numériques, des outils numériques qui ont été proposés. On est au milieu du gué. On a une appropriation de ces outils par des professionnels qui n'est pas si simple que ça. Ça a bien été décrit. Une appropriation par la population qui n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on est élu et qu'on s'aperçoit que la population, 10-15 ans après, n'y arrive toujours pas? Alors que, comme le rappelait Guillaume tout à l'heure, pour les impôts, on n'a pas eu le choix et on a été obligé de le faire de toute façon. Oula, ça c'est une question difficile. Non, on essaie de faire des choses quand même. Je veux dire, la santé, alors à la région, il y a plusieurs volets. J'ai un tout petit peu parlé de santé, pas de e-santé, mais juste pour vous dire qu'on a créé, nous, on va dire, un service public de santé, de médecine générale. Et ça tombe bien qu'on soit donc sur la technopole Castres-Mazamet, puisqu'il y a un centre de santé de ma région à Mazamet, il y en a 21 en région. On va rappeler peut-être ce que sont d'ailleurs ces centres de santé que vous créez. Oui, bah c'est tout simplement des cabinets médicaux avec des médecins qui sont salariés d'une entité qui regroupe la région et les partenaires locaux. Donc en l'occurrence la mairie de Mazamet, pour la citer. Et donc effectivement, concrètement, on fait déjà des consultations entre guillemets en direct et à domicile. Ça fait partie de notre ADN et on a donc actuellement là. Maintenant, on parle, puisqu'on parlait, est-ce que ça marche? En Occitanie, on a 84 professionnels de santé qui soignent. Ça fait 2 ans et demi qu'on a ouvert, donc c'est pas si mal. On a fait presque 250 000 consultations, donc c'est des chiffres intéressants. Et effectivement, il y en a un tout à côté, donc à Mazamet, pardon. Et effectivement, on commence à se lancer dans des expérimentations sur la e-santé. Ça me permet de reboucler. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, pour nous, dans notre ADN, la visite à domicile est indispensable. Et le paradoxe, c'est que la visite à domicile prend du temps, en particulier, et qu'on a peu de temps de médecin. Et donc, comment est-ce qu'on résout le quadrature du cercle? On essaie de travailler, alors c'est une expérimentation, avec un assistant médical qui se rend au domicile des personnes avec des outils connectés. Et le médecin fait une téléconsultation à domicile avec, encore une fois, une téléconsultation assistée.
Voilà. Et ça, on est en train de voir, donc on vient de démarrer, et je crois beaucoup en ce genre voilà, cette interface intelligente entre l'humain et la machine, et qui permet justement de gagner du temps. Voilà. Donc si on parle de e-santé, un usage concret du numérique en santé actuellement dans les centres de santé de ma région, puisque je vous dis que c'est pas si mal quand même. Voilà, je vous dis, on va atteindre les 250 000 consultations là bientôt, donc c'est pas mal. Et ben c'est ça, c'est voilà, essayer de travailler à la fois le trait humain, le trait local, le trait proche, et puis le trait technique, très technologique et très, très numérique. Voilà. Ouais, on voit hein, votre stratégie qui est de marcher finalement sur les deux pieds, à la fois de la santé physique en créant des centres de santé là où on est dans des déserts médicaux et en essayant une autre stratégie qui est de salarier des médecins, de créer les bâtiments d'ailleurs pour les accueillir et d'en faire des centres où il peut y avoir d'autres professionnels paramédicaux qui viennent autour de vous. Et à côté quand même d'utiliser des outils de santé numérique pour pénétrer un peu plus profondément la population. Complètement. Je vais vous citer un autre exemple, puisque ce coup-ci de Castres, hein, évidemment, on a la chance d'avoir directeur de Castres. Et donc effectivement, il a un vrai projet d'accueil des étudiants en santé sur son territoire. Accueillir des étudiants en santé, ça veut dire effectivement pouvoir les héberger, ça veut dire aussi que ce sont des étudiants, je parle d'étudiants en médecine, je parle d'internes par exemple, ou d'autres étudiants, et ça veut dire aussi qu'ils doivent avoir des cours à la faculté. Et assez simplement, si vous ne donnez pas la capacité à ces étudiants d'accéder aux outils numériques, en particulier l'accès au réseau, l'accès aux visio, l'accès aux e-conférences, au e-learning, etc., si vous ne leur donnez pas la capacité d'accéder à ces étudiants donc, sur les territoires, au cœur des territoires, Monsieur le directeur est en train de faire donc, du centre intercommunal Castres-Mazamet, eh ben, vous perdez ces étudiants qui vont se dire mais non, c'est trop compliqué pour moi, je ne pourrai pas assister à mes cours, etc. Donc c'est des choses simples en fait qu'on fait, des choses simples, très concrètes. Et donc effectivement, ça c'est une action qu'on mène avec la région, c'est la restructuration, donc les antennes universitaires, antennes connectées justement pour que ces jeunes puissent accéder à leurs cours. Vous voyez, c'est des exemples très concrets. Je vais citer 2 du territoire qui me semblent assez parlants. Voilà. Ouais. Et hier a été lancé dans ce même lieu en inauguration de cette université la filière santé numérique en Occitanie. C'est une initiative qui est largement soutenue par la région. On voit qu'il y a plusieurs dizaines d'entreprises spécialisées dans le numérique ici localement. Quelle est votre vision ou votre stratégie sur cette évolution de filière de santé numérique en prenant compte ce qui a été dit jusqu'aujourd'hui? Oui, il y a certainement eu des applications qui ont été créées avec de bonnes intentions, mais parfois qui n'étaient pas véritablement adaptées au public qu'on allait voir. Oui, il y a eu des applications créées sans forcément de vérification de leur efficacité, ou en tout cas de publication de littérature là-dessus. Et oui, ça patauge quand même et on est au milieu du gué. Alors, est-ce qu'il y a des changements stratégiques majeurs adaptés pour vous qui nous dites en même temps, mais notre monde de santé, il est déjà digital. Nous, professionnels, on travaille, on ne pourrait plus travailler sans des outils de santé. Alors oui, indiscutablement, indubitablement, il n'y a rien qu'à voir l'état d'un hôpital ou même ne serait-ce qu'un cabinet médical maintenant en cas de cyberattaque par exemple, c'est catastrophique. On ne fonctionne plus sans outils numériques. Et je dirais même, on a maintenant beaucoup d'outils numériques avancés qui nous permettent d'être plus efficients, de faire moins d'erreurs, d'aller plus vite, etc. La difficulté, vous avez raison, on a poussé énormément, donc on va dire, dans le champ de la e-santé, on a poussé énormément, que ce soit à la fois le secteur académique, mais que ce soit aussi le secteur industriel et économique avec un certain nombre de startups et d'industries qui ont développé des outils extrêmement intéressants. La difficulté, je crois, à l'heure actuelle, pour justement franchir ce gué, c'est la généralisation de ce modèle. Et en gros, l'intégration de ce modèle, je dirais, l'intégration économique de ce modèle aux usages usuels de la santé. En fait, la vraie difficulté, c'est qu'on s'aperçoit que c'est des outils qui rendent des services, qui donnent vraiment un plus aux soignants. Voilà, tous les outils qu'on pousse, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. Pour l'intégrer dans les usages numériques et pour avoir un modèle pérenne, entre guillemets, il faut aussi que la sécurité sociale puisse l'intégrer dans son champ de compétences. Il faut aussi qu'il soit intégré par l'État dans les choses qui sont remboursées, prises en charge d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un vrai gap actuellement pour transformer, on va dire, l'expérimentation locale ou régionale ou nationale en une vraie comment dirais-je, un vrai usage quotidien pour tout le monde. Il y a vraiment ce gap que l'État doit franchir. Et le deuxième gap, c'est bien sûr les normes en santé. Et c'est très compliqué encore. Même si jamais on est censé pouvoir avoir des outils communicants, faire communiquer 2 outils numériques à l'heure actuelle, concrètement, c'est
incroyablement compliqué. Mais qu'est-ce que vous voudriez dire très concrètement à ces dizaines d'acteurs de la santé numérique en Occitanie qui sont aujourd'hui rassemblés dans cette filière, qui vont avoir des réflexions collectives? Quel est le message que vous avez envie de leur adresser par rapport à ce qu'on leur a dit ces 5-10 dernières années? Oula, waouh, c'est pas gentil. Question politique et médicale. Alors, on est d'accord. Non, mais il faut continuer, il faut persévérer. Il y a beaucoup d'excellence, clairement, dans ce qu'ils font, énormément. Et moi, je crois qu'on va franchir le gué dans le bon sens, j'en suis sûr et certain. Après, c'est aussi notre devoir à nous, politiques, de faire valoir les messages et de pousser les messages auprès, justement, de l'État, parce que vous savez que, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais on va dire c'est comme ça, c'est une compétence purement régalienne. C'est très jacobin. D'ailleurs, le budget, vous le trouvez où? Puisque vous n'avez pas de budget pour ça à la région. Et voilà. On le trouve. En gros, c'est tout simplement, encore une fois, une politique volontariste. Ce qui veut dire qu'on fera peut-être une piste cyclable en moins ailleurs ou une médiathèque en moins. C'est un choix assumé, on est d'accord. C'est la première préoccupation des Français. On n'est pas compétent, mais encore une fois, en tant qu'élu, je me suis aperçu, et en tant que soignant, qu'on ne me parle que de ça. Et voilà, la santé en France actuellement, 80% de l'Occitanie est en désert médical. 80% de l'Occitanie est en désert médical. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que ça veut dire, voilà, on est à plus de, je crois, 83 ou 85% de la France en désert médical. Quand on en est là, c'est une faillite quand même, quelque part. C'est une faillite collective sur les 20 dernières années, et en particulier de l'État. C'est comme ça, malheureusement c'est ça. Et vous parliez de 3 mois pour avoir un ophtalmo. Moi, ça fait 1 an que j'ai pris rendez-vous chez le dermato la semaine prochaine. Autant vous dire que je ne vais pas le louper quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On a une bonne solution en Occitanie via la pharmacie, on vous prévient, on l'a vu hier. Après, il y a des belles expérimentations. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je crois qu'il faut, 1, continuer, et 2, c'est à nous aussi, politiques, de porter les messages au plus haut niveau de l'État. À condition, évidemment, qu'on ait un peu de stabilité au niveau de l'État. Je crois qu'on en est au 8e ministre de la Santé en 6 ans, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Comment voulez-vous qu'on ait des interlocuteurs, comment dirais-je, cohérents dans ce magma auquel on ne connaît pas, quoi. Voilà. Je vous pose une dernière question et je la poserai ensuite aux autres invités là-dessus. Vous dites à ces acteurs de la santé numérique, il faut continuer, il faut persévérer. Et c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes. Les solutions sont là. Une majorité de solutions sont bonnes, apportent réellement quelque chose à la santé, mais le système ne change pas. Alors, est-ce que c'est du conservatisme des patients? Est-ce que c'est du conservatisme des soignants? Est-ce que c'est du conservatisme de nos institutions? Est-ce que c'est un système où le remboursement à l'acte ne favorise pas non plus et prévention et parcours patient, etc. Mais comment avancer? Alors, est-ce que c'est votre sentiment que le système, lui, ne bouge pas? Et Guillaume le rappelait tout à l'heure, les impôts, on n'a pas eu le choix. Il a failli y aller, c'était comme ça où on ne pouvait plus déclarer. En santé, le système ne bouge pas. Comment faire justement pour franchir ce gué dont vous nous dites que vous êtes persuadé qu'on va le franchir? Alors, oui, vous avez déjà donné toutes les réponses, c'est un peu de tout ça. Après, clairement, comment est-ce qu'on franchit ce gué? Je pense qu'à un moment donné, et on ne l'a pas eu, je crois qu'il faut un vrai débat sociétal sur où est-ce qu'on va en santé et quels moyens on donne à la santé. Ça fait 18 ans qu'on pose ce débat ici. Ça fait 18 ans qu'on pose ce débat. Il est extrêmement bien posé. Ça fait plusieurs années que je viens et j'ai beaucoup de chance d'avoir autant d'intelligence concentrée. Je ne parle pas de moi, on est bien d'accord, mais autour de moi, clairement, il y a des personnes qui ont beaucoup de solutions. Et encore une fois, je vous dis, le vrai problème de la santé, c'est que d'une part, elle est très centralisée, donc très parisienne. Et donc les territoires ne sont pas forcément représentatifs de Paris, ça c'est clair. C'est décidé dans un ministère avec que des Parisiens, c'est comme ça. Est-ce que ça peut s'appliquer ici? J'ai mon idée. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a jamais eu de vrai débat sociétal sur la santé. On invente des médicaments, des technologies extraordinairement compliquées, extraordinairement chères, et en même temps, les gens ont en difficulté à accéder à leur médecin traitant de territoire. Vous voyez. Et à un moment donné, je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose ensemble, collectivement, et qu'on ait ce grand débat sur la santé avant de décider quels moyens on lui donne. Mais voilà, moi, évidemment, je mange santé, je pense santé, je vis santé. Je crois qu'il faudrait donner plus de moyens à la santé. Mais posons-nous les questions et si on y répond ensemble. Voilà. Je posais la même question à Guillaume Duras, puis au docteur Beloussif derrière, sur ce. Est-ce que. Ça fait quand même 18 ans qu'on pose ces questions les unes après les autres. Effectivement, comme dit Vincent Bout, dans un pays centralisé, donc où tout peut se décider autour d'une table dans un ministère, mais est-ce que notre système est capable aujourd'hui d'intégrer de la santé digitale plus fortement? Comme nous sommes au milieu du gué, vous avez? Il marche. Il y a 2 approches. Si vous avez l'approche nationale, c'est de dire, au milieu du gué, on va faire un barrage en amont et on va tarir l'eau. Et l'autre approche, c'est de dire, on va faire des ponts. Et
longtemps, la politique nationale, c'était plutôt d'essayer de régler le problème en faisant des barrages, pour essayer de résoudre... Comme sur les routes aujourd'hui, quoi. De fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Là, ce qui a beaucoup changé, pour revenir sur mon truc critique de tout à l'heure, de le départ, les ARS ont changé. À écouter le directeur de l'ARS hier, les ARS ont pris la conscience aussi des choses et sont un peu moins déconnectés, beaucoup moins que ce qu'ils étaient il y a peut-être 10 ans. Donc ça, et je pense que vous travaillez avec eux, et il y a des contrats qui sont faits, voilà, c'est ces choses. Ça, c'est une chose. Les médecins ont changé aussi. Et ce sont devenus des enfants gâtés. Dans quel sens ? Mais parce qu'ils ne veulent pas se former au numérique, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas payés pour ça. Il faut regarder après, peut-être dans la rémunération sur objectif, s'ils ont telle prime, si jamais ils ont un logiciel, un truc. Ils disent on n'a pas le temps pour ça. On ne veut pas s'installer dans les zones médicales, dans les déserts médicaux, parce que voilà, on voit que les incentives, pardon, moi qui n'aime pas du tout parler le mot anglais, les incitations financières ne sont pas suffisantes, ou alors elles sont utilisées et détournées. Il y a pléthore d'articles et d'études sur la question. Le seul truc qui fonctionne, le numérique, c'est 20% de la motivation pour s'installer quelque part, c'est ce qui nous intéresse. En revanche, je vois dans une étude récente que les médecins aiment bien revenir dans les lieux dans lesquels ils ont grandi et ils sont nés. Donc je pense que pour aimer l'informatique, il faut d'abord faire des professeurs à l'école qui font aimer aux enfants l'informatique et le numérique, et ça n'a pas toujours été le cas. On a codé ça à des profs extra-manuels, ça ne les intéressait absolument pas. Moi, j'ai des enfants, donc j'ai vu ce qu'on leur apprenait, ça ne donnait pas envie du tout. Et puis, pour que les médecins reviennent là où ils sont nés, il faut créer des maternités. Donc, et justement, les déserts médicaux, il y a des manques de maternité. On s'éloigne un petit peu de cette question du système. Mais c'était pour dire que les acteurs ont changé, et que les acteurs évoluent, et que c'est pas facile dans un environnement changeant comme ça, et que si on revient par rapport à 18 ans, effectivement les déserts médicaux continuent à croître, parce que 80% pour la région Occitanie, c'est 87% de Français dans les déserts médicaux au niveau national. Donc les choses évoluent tout le temps. Rappelez-moi votre question. Dont on s'est beaucoup éloigné. J'étais sur cette question. On se fait. Je vais passer aussi la parole à Omar Belloussi pour avoir son regard là-dessus. On a des solutions. On a le sentiment que les solutions numériques que l'on développe sont bonnes. On a des solutions qui sont utilisées au quotidien par des professionnels de santé qui arrivent, mais à dose homéopathique, on va dire au chevet du lit du patient. Est-ce que notre système, par son conservatisme chez les patients, chez les professionnels de santé, dans son business médical ou sa manière de rembourser des actes, est-ce que ce système aujourd'hui peut finalement accueillir une e-santé de manière massive, ou est-ce que ça n'est pas possible, puisqu'on voit que le développement se fait à vraiment des doses homéopathiques. Omar Belloussi, pour vous qui êtes dans la massification, puisque la Poste est un service de masse. Alors, moi je suis un optimiste, rien n'est impossible. La seule chose, c'est qu'il faut le vouloir. Et donc, il faut renverser la table. On est au milieu. Vous disiez qu'on n'a pas eu le choix pour les impôts. OK, les choses sont tombées. Les citoyens n'ont pas eu le choix pour les impôts. Aujourd'hui, c'est au tour des tutelles de ne pas avoir le choix de s'adresser à ce problème. Et pour le faire, eh bien, il faut être créatif. Et il faut arrêter, comme ça a été fait 18 ans et même avant, de mettre la poussière sous le tapis. On est arrivé à un moment, parce qu'il y a aussi un autre élément dont il faut tenir compte, c'est que vous parliez de barrages, est-ce qu'on met des ponts, etc. Là, il est urgent d'apprendre à nager, parce que les digues ont cédé, ça y est. La vague, pour reprendre cette image, et merci, la vague démographique, elle est là. C'est fini, on n'a plus à discuter, à réfléchir, maintenant il faut y aller. Il faut y aller, ça implique des transformations considérables de la vision qu'on a de la santé, de la vision qu'on a de la responsabilité populationnelle, voilà, c'est un terme qu'on va entendre de plus en plus, notamment en rebondissant sur ce qui a été dit précédemment, à qui on s'adresse ? On s'adresse à des êtres humains, à des patients. Et au bout, il y a aussi des êtres humains, des soignants, qui peuvent bénéficier d'innovations terribles avec le numérique. Encore faut-il qu'elles soient intégrées dans les pratiques, donc que ce soit simple.
Je parlais tout à l'heure du millefeuille numérique après le millefeuille administratif. Il faut réussir à faire en sorte que ce soit fluide et transparent aussi pour les soignants. Donc nous, on réfléchit aussi à ça avec des intégrations, je dirais, des interopérabilités. Enfin, c'est de la techno, j'y connais rien, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, passer aussi d'un tout curatif à un peu plus de préventif, il ne faut pas dire du tout préventif, parce que sinon, on n'a pas le choix. Et on a des éléments qui vont dans ce sens, avec des éléments de preuve d'efficacité. En Occitanie, grande chance, CHU de Toulouse, le programme ICOP. Donc le CHU de Toulouse a été, il l'est toujours, précurseur dans le programme ICOP. Et ben, si on regarde le verre à moitié plein, ben, finalement, ICOP a fait des petits autour de l'Occitanie. Oui, et ICOP, en on France peut le rappeler, entière. programme autour de la personne âgée avec de la prévention. Alors ICOP, c'est un derrière. programme de prévention de la perte d'autonomie de la personne âgée qui est simple, qui repose sur de la pratique courante et qui permet de retarder de plusieurs années l'entrée en dépendance. Et donc, de diminuer la pression qui commence et qui sera de plus en plus forte sur le système de soins en termes de sollicitation, de prise en charge pour la perte d'autonomie, mais également pour les maladies chroniques, parce que les vieux, ils ont aussi des maladies chroniques. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas le business model pour ça, dans un paiement à l'acte. Alors justement, c'est là où il faut retourner la table. C'est qu'il y a la question de la solvabilité du système, des personnes parfois. Il y a la question de l'accès aux soins. Et on a vu donc ce aller vers qui est fondamental. Il y a la question de l'organisation et de la fluidification des parcours. Et puis le modèle économique de toutes ces innovations. Alors on a également là peut-être une prise de conscience. Vous savez tous qu'il y a un appel à projet de l'Agence d'innovation en santé qui a été publié. C'est un élément, à mon sens, qui est un bon signe pour dire passons de ce qui a été réalisé, ce qui a été expérimenté, à une dimension beaucoup plus large, puisque la vocation de cet appel à projet, c'est de trouver des solutions qui sont déployables au niveau national, avec des solutions qui existent déjà, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc il y a des signaux positifs, il faut continuer à s'en saisir, et il faut surtout continuer la pression sur les autorités de tutelle pour améliorer la réflexion sur le soin. Je passe la parole à Nicolas Omer qui fait le bonheur de nous rejoindre après avoir bravé sur la route les manifestations agricoles et les barrages. Alors pour vous qui arrivez au milieu de ce débat, de cette table ronde, on part de ce constat qu'on a 18 ans, un âge auquel on se pose aussi beaucoup de questions sur son avenir et qu'on est peut-être à un milieu du gué. C'est-à-dire que des solutions de santé numérique existent, les solutions sont plus utilisé par les professionnels qu'on ne le pensait. Je rappelais les chiffres que vous m'aviez donnés quand même sur le nombre de téléconsultations en Haute-Garonne, le nombre de téléexpertises, et ça c'est un vrai changement dans vos pratiques, vous en cabinet médical pour des médecins généralistes, mais qu'on a le sentiment que le système en face de nous, peut-être par conservatisme des professionnels, conservatisme des patients, conservatisme aussi des modalités de remboursement ou de paiement de ce système, n'est pas prêt encore, on n'est pas dimensionné pour accueillir ces innovations en santé numérique. On est donc au milieu du gué. Alors, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'il va falloir apprendre à nager assez rapidement? Parce que, comme nous rappelait le docteur Omar Boussif, on a mis la poussière sous le tapis pendant pas mal de temps, et là, le tapis commence à prendre une sacrée dimension. Quel est votre regard pour vous qui êtes médecin, je le rappelle, généraliste, cabinet, également président d'une CPTS dans le sud toulousain? Bonjour, tout d'abord je veux dire que je soutiens les agriculteurs, ils en ont besoin. Et il y a un taux de suicide 3 fois supérieur à la population générale. Et je m'inscris en faux, et c'est un peu caricatural à ce que j'ai entendu dans les propos là, quand je suis arrivé sur les médecins. Voilà. Moi je suis comme Vincent, je suis médecin. Je suis élu du premier syndicat des médecins sur la Haute-Garonne, je suis président de CPTS. Et mon boulot, c'est comme Vincent, c'est d'être sur la fois sur les territoires et d'amener, Laura nous sait ce que c'est, le numérique santé auprès de nos confrères sur le bon cas d'usage, sur les bons éléments. Et c'est ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années. Et on voit les progrès et sur l'inversion qui se met en place sur la prévention. La prévention en France, c'est 500 millions d'euros qui sont mis chaque année. Et on n'y arrive pas. Alors, ce n'est pas la faute des médecins, la faute des patients, c'est aussi la faute d'un système. La démographie, moi j'ai fait partie de la première commission Juppé, quand M. Juppé était Premier ministre, il y a 25 ans, sur qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on n'aura plus assez de médecins, à horizon des années 2000. Nous sommes en 2024. Donc, on a hérité d'une situation qui s'est dégradée lentement.
Aujourd'hui, et si vous venez me voir au cabinet, vous n'allez pas me dire soignez-moi avec votre IA, soignez-moi avec votre numérique. Les patients viennent nous voir parce qu'ils sont malades, ils veulent être soignés. Donc le numérique, il est là pour être optimisé, mais entre les deux, il y a toujours un patient et un médecin. Et on a beau vouloir mettre le numérique santé que l'on veut, on va mieux travailler. Quand moi je travaille avec mes confrères radiologues qui lisent de la mammo toute la journée avec de l'IA, c'est génial. C'est-à-dire que demain, on va optimiser nos diagnostics, diminuer la prise en charge, faire du dépistage plus précoce. On vient de parler d'ICOP, ce qui est tout à fait juste. On vient inverser. On a eu un ministère de la Santé et de la Prévention il n'y a pas si longtemps que ça. Donc les choses s'inversent. ICOP, nous, on est le premier territoire en France avec notre CPTS à déployer de l'ICOP parce qu'on a un enjeu de santé publique majeur autour de la personne âgée dans le monde, puisque c'est un programme mondial. Donc il est évident qu'au quotidien, on doit améliorer. Tout le monde a peut-être dans cette salle déjà fait une téléconsultation durant le Covid. On a mis ce système, mais il n'empêche que la téléconsultation, il y a quand même un médecin derrière, en temps réel, même si en moyenne la téléconsultation c'est 8 minutes et pas 15 ou 20 minutes comme une consultation présentielle, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, 2/3 de ces téléconsultations sont faites par des jeunes trentenaires, entre 30 et 40 ans, plutôt urbains. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le patient de 70 ans qui a une maladie chronique et qui représente 60% des dépenses de la sécurité sociale. Donc il faut axer effectivement notre numérique santé là où il peut être. Et puis les médecins traitants, aujourd'hui, on n'est plus assez. Donc on peut leur taper dessus autant qu'on veut. On peut leur mettre de la ROSP. Vous savez, à peu près tous les départements français mettent 50 000 € sur une aide à l'installation. On a prouvé que ça ne servait à rien parce qu'effectivement, le médecin traitant, aujourd'hui, nos promos, on a quand même des promos hommes-femmes qui ont un mari, qui ont une femme, qui ont besoin de trouver aussi un métier. Et donc, c'est assez compliqué d'être coercitif. On sait très bien que c'est contre-productif, ça ne marchera pas. Donc, tout ça a besoin, et c'est parce qu'on va faire du numérique ou pas, qu'on va aider quelqu'un à s'installer au plein milieu d'une campagne. On ne va pas lui mettre ses enfants en numérique à la crèche, etc. Donc, c'est un ensemble de services publics. Vincent, il travaille avec la région pour amener ça au plus proche. Je crois que le numérique, de temps en temps, nous y aide. Nos organisations de CPTS, nos organisations, on va dire, d'une façon générale, autour du corps médical, mais des patients. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qu'on ne faisait mais absolument pas il y a 10 ans. Par exemple, mais énormément de choses. On arrive à communiquer, à faire des campagnes d'information sur la prévention avec les réseaux sociaux. On arrive à mobiliser, que ce soit l'ARS, la région, autour de fonds. La santé n'est pas une compétence de la région. Je crois que c'est 20 millions que vous avez mis sur les fonds de la région. 150. 150. Bon, 20 millions, c'est juste sur les centres de santé. Oui, donc, c'est ça. Une région donc, qui n'a pas la compétence de la santé, puisque c'est une compétence de l'État, est en capacité aujourd'hui de mettre 150 millions. Ça ne part pas en fumée, c'est quand même mis. Donc aujourd'hui, on a nombre d'acteurs de responsables politiques qui arrivent à travailler ensemble. Le Covid l'a montré. Aujourd'hui, moi, je crois que j'ai les 06 de tous les présidents d'Interco, de tous les maires de mes 47 communes. On a besoin, dans nos plans SSE là, de futur, parce qu'on sait que dans les 10 ans qui viennent, on risque d'avoir une ou deux autres pandémies. C'est ce que nous disent les experts du ministère. Il faut qu'on s'y prépare. Eh bien, ce qu'on a commencé à créer pendant le Covid, de mettre en place en 24-48 heures un plan sanitaire, sécuritaire, grâce à du numérique. Honnêtement, on ne pourrait pas le faire sans numérique. Des plateformes qui sont en place. Donc ça, c'est une co-création entre les acteurs de terrain, les élus, les maires, ce côté aller vers, bien sûr, les acteurs de santé. On ne parle plus, il y a 10 ans, il y avait le médecin traitant et le reste du monde. Aujourd'hui, on a le patient et l'ensemble des professionnels de santé. Vous voyez, c'est des choses en termes de vocabulaire, dans nos commissions territoriales de santé. La loi Valtou l'a montré aussi. Donc il y a tout un ensemble, un écosystème qui a mûri, qui n'aurait pas pu le faire sans numérique, et qui a mûri dans la société. Donc il y a eu des efforts énormissimes faits dans la santé en tout cas. On arrive en toute fin de table ronde. Il faut absolument qu'on respecte nos horaires, parce qu'on a un petit peu débordé. Je voudrais une question avec une réponse très simple à chacun d'entre vous.
On a lancé hier la filière santé numérique en Occitanie. Au-delà de l'Occitanie, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à ces professionnels de santé numérique, alors que l'on est en milieu du gué, que l'argent se raréfie? Comme disait Omar Belloussif, la crise démographique, elle est là et il y a intérêt d'apprendre à nager pour y arriver, que les levées de fonds pour les sociétés sont en train de se raréfier parce que les business models en 15 ans n'ont pas été démontrés dans notre système. Alors, je ne veux pas te donner un tableau totalement terne de la chose, mais tout de même assez réaliste, et que certaines stratégies de développement de la santé numérique, d'applications ou autres, ont échoué. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux professionnels, entrepreneurs qui sont en train de nous écouter en ce moment? Allez, Guillaume de Duras a pris le premier le micro. Faites simple. Faites simple. Arrêtez de faire des choses trop compliquées. On n'a jamais les bons professeurs. Moi, j'ai fait les bons professeurs que j'ai pu avoir étaient des gens qui expliquaient de manière très simple des choses très compliquées. Et aujourd'hui, il faudrait que sur des applications, il faut que pour les médecins, parce que j'en connais moi des professionnels de santé qui ne savent pas aller cliquer en haut à gauche pour avoir accès à mon espace santé ou un certain nombre d'autres applications. Il faut que ce soit accessible, il ne faut pas faire des choses qui soient extrêmement compliquées, que derrière il y ait une machine qui soit effectivement techniquement très opérationnelle et très efficace, parfait, mais il ne faut pas forcément complexifier les choses. Omar Belloussif, parmi aussi les porteurs de projets que vous allez rechercher, accompagner via votre réseau de la Poste. Oui, bien sûr, mais en fait, il ne faut pas confondre objectif et moyen. C'est-à-dire que ça, c'est un moyen. Quel objectif on se fixe? Être simple, rester très pragmatique, ne pas perdre de l'idée que, comme ça a été dit, la médecine, c'est un médecin, un patient, c'est de l'humain. Et le numérique, c'est pas de l'humain. Donc, attendre trop du numérique, c'est pas bien. Le numérique sans l'humain, on oublie. Donc, réussir de manière simple, pragmatique, à trouver les solutions de type œuvre de Christophe Colomb. Voilà, un jour, il faudra qu'on ait l'œuvre de Christophe Colomb, le truc auquel personne n'a jamais pensé, et qui transforme les choses de manière simple, accessible pour tous. Et puis, dernier point, savoir que la population française, c'est pas un bloc homogène, donc c'est hétérogène. Donc, essayer de trouver des solutions adaptées à chaque typologie de patient par ces pathologies. On a la responsabilité populationnelle qui arrive, on a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui sont d'excellente bonne volonté, donc il faut continuer dans ce sens-là. Nicolas Omer. Je suis très très optimiste. Pourquoi? Parce qu'on est sur un temps long. Hier, j'étais avec l'OMS. Je suis expert IA auprès de l'OMS. Intelligence artificielle OMS qu'on déploie dans les pays d'Afrique notamment et d'Amérique du Sud. L'OMS s'est pris en charge. Donc de temps en temps, il faut prendre aussi un peu de hauteur. Il faut arrêter de se flageller. Ce qu'on arrive à faire en France est un moteur. On a des experts, on a un écosystème qui s'organise. On peut dire qu'on ne va pas assez vite, pas assez bien, mais on le fait à notre façon. On le fait pas trop mal, et on est dans un écosystème global mondial qui évolue, et on fait partie quand même des locomotives au niveau mondial. Donc je pense que on peut quand même de temps en temps se féliciter, et ça c'est un écosystème complet. On est évidemment dans la santé, entre nos techniciens, et je crois que Isis le montre bien, encore une fois, d'avoir cette alchimie entre les techniciens et l'ingénierie et le monde médical. Vincent Boune. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Non, on va dire, je vais parler un petit peu de la région, on est là, on est toujours là, à l'heure où il y en a d'autres qui effectivement ont tendance à abandonner un peu la barque. Nous, notre rôle, c'est de continuer à pousser, à aider, à mettre en relation, à aider au développement et à être derrière les entreprises et tous les professionnels au sens large qui veulent se lancer ou s'investir dans la e-santé. Donc voilà. Avec la volonté d'en faire plus, demain on vous dit comme la Catalogne, vous gérez la totalité du système de santé, vous faites quoi? J'adorerais une décentralisation en santé, clairement, à condition qu'on nous donne les moyens de le faire, on est bien d'accord, mais voilà, si à l'époque on avait proposé au ministère, alors un des ministres, je ne sais plus lequel, de gérer en Occitanie, de faire une expérimentation, on gérait le foncier des hôpitaux. Alors à part Castres qui est un établissement neuf, mais si vous allez dans un établissement de santé et que vous regardez le lycée à côté, qui est géré par la région, je parle du foncier bien sûr, vous voyez souvent la grosse différence qu'il y a entre la vétusté des bâtiments, ça n'a rien à voir. Voilà. Et malheureusement, cet hôpital public et le système de santé au sens large, il souffre un peu. Voilà, on est quand même là pour essayer de faire de notre mieux. Merci beaucoup, on peut les applaudir, tous nos invités de ce matin, pour ces paroles en franchise sur la santé numérique. Fin de cette table ronde, puis on se retrouve tout à l'heure.